Le règlement intérieur, c'est un contrat entre les associés qui vient compléter les statuts de la société. Le règlement intérieur a pour but de régler tous les points que les statuts ne peuvent pas régler. Notamment parce qu'il définit des règles qui sont susceptibles de changer plus souvent, puisqu'elles sont liées au mode de fonctionnement courant de la société, des associés, du travail, de la répartition des tâches. Le règlement intérieur n'est pas obligatoire légalement, mais il est très utile en cas de travail en commun. Sur des sociétés d'exploitation agricole, il est vraiment conseillé pour prévenir les mésententes, notamment entre les associés, que ce soit des associés qui soient de la même famille ou non. Le règlement intérieur, c'est un contrat qui vaut loi entre les associés, tout comme les statuts. Par contre, le règlement intérieur n'est pas publié, donc il ne sera pas opposable aux tierces personnes qui ne sont pas associées. En GAEC, groupement agricole d'exploitation en commun, le règlement intérieur est nécessaire pour obtenir l'agrément GAEC qui permettra d'obtenir la transparence. Les statuts types du GAEC prévoient l'établissement d'un règlement intérieur et lorsque l'on va faire une demande d'agrément pour pouvoir constituer un GAEC, on va compléter une fiche sur laquelle on va noter la répartition des tâches entre les associés, le fonctionnement du travail en commun et un projet de règlement intérieur qu'on va donc transmettre à la DDT pour un passage devant le comité GAEC de la CDOA pour obtenir cet agrément. Une fois la création du GAEC réalisée, on fournira à la DDT la copie de notre règlement intérieur, ou en tous les cas, elle pourra être demandée, la copie, en cas de contrôle papier de la conformité de notre GAEC. Donc l'établissement de ce règlement intérieur est une pièce nécessaire à l'application de la transparence GAEC, notamment la transparence économique pour pouvoir bénéficier des aides PAC avec des plafonds doublés pour les GAEC. De la même manière, la DDT peut demander à consulter les conventions de mise à disposition sur les biens loués ou les biens en propriété, la comptabilité, etc. Pour ce qui est du règlement intérieur dans une EARL ou une SCEA, il n'est pas obligatoire. Par contre, il est recommandé lorsque l'on a plusieurs associés qui travaillent ensemble. Puisque effectivement, chacun des associés peut avoir des intérêts qui sont distincts et c'est être bien au clair dès le départ sur le fonctionnement courant de la société. Lorsqu'il y a un contrat qui est établi entre les associés pour compléter les statuts avec des associés non exploitants, on va appeler ça un pacte d'associés. On ne va plus être non seulement sur le fonctionnement courant de la structure, mais aussi sur des engagements communs, sur la manière de prendre des décisions. Donc c'est ce qu'on connaît sur les sociétés commerciales, mais on peut aussi l'appliquer sur les sociétés civiles, un pacte d'associés. Alors on passe au contenu de ce règlement intérieur. On commence par le préambule. Le préambule, c'est une introduction du règlement intérieur. C'est très intéressant parce que ça permet, c'est le seul endroit où on va écrire pourquoi est-ce que les associés ont choisi de s'associer. Quel est leur projet en commun? Ça peut être intéressant, surtout en cas de mésentente plusieurs années après, de se redire pourquoi est-ce qu'on avait créé une société ensemble, quels étaient les objectifs principaux. Est-ce que c'était partager le travail? Est-ce que c'était gagner le plus d'argent possible? Est-ce que c'était se dégager du temps personnel? Est-ce que c'était avoir un projet spécifique de développement? Voilà, ça peut être intéressant lorsque un conciliateur va intervenir, qu'il puisse reprendre les objectifs initiaux et de se le rappeler. Voilà, que ce soit un projet professionnel, économique, de qualité de vie, etc. Voilà, quel était l'objectif initial de la création de cette société? Ensuite, dans notre règlement intérieur, on va commencer par parler du fonctionnement de la collégialité, c'est-à-dire des réunions pour prendre des décisions communes.
Comment est-ce qu'elles vont se passer ces réunions d'un point de vue quotidien courant? Pas les décisions d'orientation générale, de clôture des comptes, etc. Non, les décisions pour savoir cette semaine qu'est-ce que l'on fait là et qui va faire quoi. Un nouveau projet d'investissement, etc. Petites choses ou grosses choses. Donc ça, on peut l'écrire dans le règlement intérieur pour compléter ce qui est prévu dans nos statuts. Parce que dans nos statuts, on peut avoir prévu une limitation des pouvoirs des gérants avec des grosses décisions où il faudra forcément passer par l'accord des autres associés avec un écrit qui en fera preuve. Mais là, sur des décisions plus courantes, pour compléter dans le règlement intérieur, on va peut-être s'obliger par exemple à tenir une réunion toutes les semaines avec tous les associés qui travaillent pour faire le planning de la semaine. Ou alors, il y en a certains où c'est le café obligatoire tous les matins à telle heure. Voilà. Et après, c'est la question de comment est-ce qu'on se rappelle de ce qu'on a décidé. Donc évidemment, ça passe souvent par des grands tableaux dans un bureau où on va pouvoir afficher le planning de la semaine. Mais c'est aussi, est-ce qu'on tient un cahier en fait des prises de décision les plus importantes et qui va être responsable de la tenue de ce cahier-là. Dans le règlement intérieur, on peut aussi prévoir d'inviter régulièrement ceux qui ne sont pas associés mais qui travaillent sur l'exploitation. Donc soit des salariés, des aides familiaux, des conjoints collaborateurs ou même des gens qui font que donner un coup de main occasionnel parce que cette réunion va concerner l'organisation de quelque chose de particulier. Donc voilà, dans ce règlement intérieur, on peut prévoir de régulièrement élargir nos réunions. Mais est-ce que les associés donneront la parole à ces personnes, mais aussi un droit de vote? Est-ce qu'ils pourront participer au vote alors qu'ils ne sont pas associés? Ben voilà, mais c'est mieux de se l'être dit dès le départ et potentiellement de l'avoir écrit dans le règlement intérieur. Est-ce que le conjoint de l'un d'entre eux aura autant le droit à la parole et à la décision que les associés de la société? Et voilà, ça va mieux quand on se l'est dit dès le départ. Ensuite, dans le règlement intérieur, on va aussi déterminer comment on organise le bureau. Déjà, où est-ce qu'il est situé, ce bureau? Est-ce que tout le monde a la clé et c'est facile d'accès sans passer par une maison d'habitation? Qui va être chargé de l'organiser, de l'ordonner? Voilà. Comment est-ce qu'on va faire pour les codes de l'ordinateur? C'est tout bête, mais le nombre de mots de passe qu'on peut avoir, d'avoir un endroit pour centraliser les mots de passe entre les associés, par exemple. Ensuite, dans le règlement intérieur, on va bien noter la manière dont on va répartir les responsabilités des différents ateliers entre chacun des associés. Et voilà, on peut avoir un atelier culture, l'administratif lié à la culture, l'élevage, le soin vétérinaire, la trésorerie, la comptabilité, l'entretien du matériel, la mécanique, les relations avec l'administration. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? Enfin voilà, c'est très divers et varié. On va se faire un tableau sur lequel on va noter la répartition des tâches entre chacun des associés. Alors oui, il faut que chacun puisse savoir faire le travail de l'autre, mais c'est important qu'il y ait une personne qui soit plus spécifiquement responsable pour bien avoir un suivi de cet atelier et qu'il n'y ait pas des choses qui soient laissées en souffrance, en déshérence. Ensuite, dans le règlement intérieur, on va passer aussi aux relations financières entre les associés et la société. D'abord sur la rémunération du travail. Selon le type de société, on va avoir une rémunération qui va être encadrée et on va peut-être l'avoir écrit dans une assemblée générale ordinaire, ce montant de la rémunération. Mais on va aussi parler là dans le règlement intérieur de la rémunération des associés, mais aussi des conjoints collaborateurs potentiellement. D'un aide familial, est-ce qu'il a une indemnisation particulière et comment est-ce qu'on gère cette indemnisation particulière, et les virements bancaires qui vont être réalisés, parce qu'il y a ce à quoi on a droit
mais il y a ce que l'on perçoit régulièrement ou de manière plus exceptionnelle en fonction de la disponibilité de la trésorerie. Et donc pour que ça puisse rester égalitaire, si c'est le souhait entre les associés, en tous les cas que ce soit bien connu à l'avance pour la gestion de la trésorerie, on va se déterminer des règles d'un virement bancaire de, je ne sais pas, par exemple 700 € par mois par associé, avec un virement exceptionnel par trimestre en fonction de la trésorerie disponible par exemple. Et on va aussi déterminer des plafonds de prélèvements privés sans l'accord des autres associés ou avec l'accord des autres associés pour ne justement pas mettre à mal la trésorerie de la structure. Donc je m'explique sur les prélèvements exceptionnels. Par exemple, on peut avoir un associé qui ait un emprunt personnel pour financer du rachat de parts sociales à un autre associé. Et donc, il va avoir besoin de prélever de la trésorerie de la société pour faire face à son annuité personnelle. Donc ça, c'est quelque chose qui est connu et qui est annualisé. Donc on va pouvoir le prévoir dès le départ dans le règlement intérieur qu'il a cette autorisation-là. Si par contre, il vient de casser sa voiture et il a besoin de 1 000 € pour payer le garagiste, ça c'est un prélèvement exceptionnel non prévu, eh bien, est-ce qu'il va avoir besoin de demander l'autorisation des autres associés pour pouvoir faire ce prélèvement exceptionnel ou pas? Voilà, de se définir un plafond et des règles de fonctionnement sur la gestion de la trésorerie entre chacun des associés. Dans le règlement intérieur, on va aussi définir des règles de prise en charge de dépenses privées qui sont en partie privées et en partie professionnelles. On pense à l'électricité par exemple, si on a un seul compteur, du téléphone, des choses comme ça. Donc là, un pourcentage, une règle de pourcentage qu'on va définir dans le règlement intérieur. On peut aussi avoir des règles qui soient écrites sur les avantages en nature ou les prélèvements en nature, c'est-à-dire vous avez des poules, un élevage de volailles et vous allez prélever régulièrement pour votre autoconsommation une poule. Et donc ça, on va l'avoir prévu à l'avance pour pouvoir être égalitaire aussi entre les associés. Voilà, ça peut être important, même si c'est des petits montants à la base au départ. Si jamais il y a un déséquilibre entre les associés et qu'on trouve que c'est injuste et qu'on ne se le dit pas, ça peut créer des conflits et prendre une proportion bien plus importante. Donc toujours la même règle, c'est mieux de se l'être dit dès le départ, et comme ça ne créera pas de conflit par ailleurs. De la même manière, on peut prévoir dans le règlement intérieur des règles sur le remboursement de frais de déplacement liés aux professionnels, des frais de bouche, même de l'équipement, de la tenue en fait, professionnelle. Ça, on peut l'écrire aussi dans le règlement intérieur. Ensuite, dans le règlement intérieur, on passe à l'aspect social de la société. On va parler des engagements extérieurs de chacun des associés. Et voilà, liés potentiellement à du professionnel ou non. On peut avoir des engagements associatifs, syndicaux, de représentation professionnelle, de politique, etc. Et donc il faut dès le départ clarifier les engagements de chacun des associés et le temps que ça peut représenter, ces engagements à l'extérieur. Et s'il y a des indemnisations qui sont versées sur ce temps d'engagement extérieur, qu'est-ce qu'on fait de ces indemnisations? Est-ce qu'elles sont redonnées au GAEC pour pouvoir financer un contrat de travail par exemple d'un salarié remplaçant? Ensuite, dans le règlement intérieur, on va parler du tour de garde des week-ends, du fonctionnement pendant les jours fériés. C'est surtout important lorsqu'il y a un élevage, évidemment, de bien prévoir un équilibre entre chacun des associés sur ces tours de garde et donc le respect entre la vie privée et la vie professionnelle. Et évidemment, les congés. C'est tout bête, mais effectivement, il peut y avoir une différence de sens sur les congés. D'abord, la durée de ces congés. Est-ce que les congés, c'est comme un salarié 5 semaines de congés, ou alors c'est une semaine? Voilà, il y a des différences, on va dire, culturelles. Il peut y avoir des différences culturelles entre chacun des associés en fonction de leur historique à chacun.
Donc il faut absolument clarifier déjà la durée, mais aussi ce que c'est vraiment qu'un congé, parce qu'il y a des personnes qui se disent en congé, mais qui viennent quand même faire 1 heure le matin pour l'alimentation du bétail et la surveillance, alors que d'autres ne viendront pas du tout. Donc ça, il faut juste se le dire et être bien au clair là-dessus. Il faut aussi se dire que pendant les grosses périodes de travaux, il y a besoin de tous les associés, et cette période, elle va de telle date à peu près. Et donc là, impossibilité de prendre des congés, et par contre possibilité de telle période à telle période, avec maximum 1 semaine à cette période-là, et puis sur celle-ci, on pourra prendre jusqu'à 2 semaines par exemple. Voilà, clarifier vraiment les choses dès le départ pour être sur la même longueur d'onde, et s'obliger aussi à en reparler à telle période de l'année avant la mise en œuvre, parce que sinon on peut oublier en fait de l'avoir anticipé à l'avance pour organiser le travail. Ensuite, on peut aborder la question de la formation professionnelle pour chacun des associés, puisque pour garder le rythme de développement ou de fonctionnement d'une exploitation agricole, on a besoin d'une formation continue. Donc voilà, comment est-ce que la société peut favoriser cette formation continue de chacun des associés et des salariés, évidemment, et donc ce droit à participer à des réunions d'information, à des formations prise en charge par la société. Et effectivement, c'est du temps qu'on ne passera pas sur l'exploitation, et comment est-ce qu'on s'organise matériellement pour pouvoir faire face à ça. Et est-ce que si la formation est payante, enfin n'est pas complètement prise en charge par des fonds de formation, par exemple par Vidéa, est-ce qu'on s'autorise à payer et jusqu'à combien, et évidemment d'avoir l'accord des autres associés si c'est des montants qui sont importants. Mais voilà, tout ça peut être prévu dans le cadre du règlement intérieur. Et le règlement intérieur, ça sert à résoudre aussi, à anticiper les problèmes. Un juriste vous parle toujours de décès, divorce, mésentente, difficultés financières. Mais voilà, dans tous ces cas-là, comment est-ce qu'on va gérer les choses? Donc dans le règlement intérieur, on va pouvoir parler de la maladie et de l'accident. Voilà, pendant la maladie ou un accident, comment est-ce que le GAEC va assurer ou pas la rémunération complémentaire de l'associé, puisque l'associé va avoir droit à des indemnités journalières, mais après quelques jours de carence. Donc est-ce que le GAEC maintient une compensation sur ces jours de carence? Et puis ensuite, si cette indemnité journalière n'est pas suffisante par rapport à ce qui était prévu en rémunération, si on avait fixé 1,5 SMIC par exemple, est-ce que le GAEC va compléter cette rémunération, et ça pendant une durée de temps? Évidemment, ça ne peut pas être éternel, puisque le GAEC, il faut bien qu'il continue à fonctionner, à travailler pour avoir de l'argent et assurer la rémunération. Donc voilà, d'encadrer ces règles-là, une sorte de maintien de salaire, un complément en tous les cas des indemnités journalières, mais dans la limite de, etc. De la même manière, on peut parler de la maternité, on peut parler voilà, des possibilités aussi de s'absenter lorsque un membre de la famille est malade. Et bien voilà, c'est vrai que c'est la souplesse quand même d'être chef d'entreprise, d'être chef d'exploitation, c'est de pouvoir avoir des horaires variables complètement, et de pouvoir prendre 1 heure pour emmener son enfant au docteur. Mais du coup, est-ce qu'on s'oblige à prévenir les autres, et comment? À SMS, ou voilà, on peut aller jusque-là dans la description du règlement intérieur. Et ensuite, le règlement intérieur, c'est là où on va désigner notre conciliateur pour faire face à des situations de mésentente. Et donc le Code rural, il confie 2 missions au conciliateur. Celle d'être consulté dans les cas où les intérêts des associés risquent d'être opposés lors des décisions d'assemblée générale. Donc voilà, une potentielle mésentente sur une décision importante, on peut faire venir le conciliateur pour nous aider à discuter sur cette décision. Ou alors concilier les associés sur des litiges qui sont survenus entre eux. Donc voilà, soit il prévient, soit il aide à concilier un conflit qui est en cours. Donc l'idée, c'est de lui faire appel lorsqu'il y a une mésentente, avant d'aller sur quelque chose de plus judiciaire. Donc le conciliateur que vous allez désigner là, c'est une personne de confiance, désignée par les associés dès le départ,
qui doit être neutre en fait. Voilà. Ça peut être un membre de la famille ou une personne extérieure. C'est pas forcément évident d'accepter cette mission. Il faut demander au conciliateur s'il accepte ou pas cette mission. Voilà, ça l'engage aussi pour les prochaines années. Et évidemment, dans un règlement intérieur, on va aussi écrire comment est-ce qu'on prévoit de modifier ce règlement intérieur. Il n'y a pas d'obligation de le mettre à jour tous les ans, par exemple, le règlement intérieur. On va le mettre à jour uniquement lorsqu'il va y avoir une modification des règles que vous y aurez notées. Et évidemment, il faut que tous les associés soient d'accord, puisque c'est bien le fonctionnement courant de tous les associés. Donc ça semble légitime, mais on peut prévoir une majorité différente aussi, de prévoir par exemple qu'il n'y a que les associés exploitants de la structure qui vont avoir un droit de vote sur la modification du règlement intérieur et les non-exploitants sont que consultés. Voilà, ça c'est une possibilité. Et évidemment, il ne faut pas négliger le suivi de la structure, donc que ce soit les réunions hebdomadaires par exemple que l'on s'est fixé, mais aussi avoir en tête toute l'importance de l'Assemblée générale ordinaire annuelle qui doit être réalisée entre les associés. C'est le bon moment en fait pour refaire un point sur le fonctionnement de la structure, les états financiers évidemment, de la clôture des comptes et les droits de chacun des associés, les projets d'investissement. Et donc c'est le bon moment pour reprendre en main le règlement intérieur et regarder si on respecte bien toujours toutes ces règles-là et de voir voilà, ce qu'il faut adapter sur le fonctionnement courant de la structure pour garder une bonne entente et un bon fonctionnement dans la société. Voilà pour notre règlement intérieur. Ce qu'il faut retenir, c'est que mieux vaut prévenir que guérir. Voilà, le plus gros risque lorsqu'on n'a pas de règlement intérieur, c'est la mésentente, évidemment. Et on sait que lorsqu'on discute des règles de fonctionnement courant et qu'on les met par écrit, eh bien, on va s'établir des règles de base. Et il y a donc une grande partie des difficultés, des futures potentielles difficultés d'entente entre les associés qui sont d'ores et déjà écartées du fait d'en avoir discuté préalablement.